Bonjour, je suis Marlène et je suis une professionnelle de la relation d'aide. Aujourd'hui, je vous sors mon petit côté chaman. Donc, j'aime bien le rêve du chaman et je nous ai tiré une carte et je suis tombée sur ma carte préférée. Alors, le fou, l'étreinte du fou. Donc, ça m'a tenté de la partager avec vous, chers amis, flammes jumelles ou pas. On parle de transmutation de la douleur. Donc aujourd'hui, on va se parler de bonheur, mais on se parle toujours d'un schéma. Notre schéma va être celui de la dépendance. Notre pattern, comme on dit, va être celui de la dépendance. Alors, notre ami, le fou, il fait, selon les cartes du tarot, il fait avec nous tout le chemin de notre naissance, aller jusqu'à notre mort. Et c'est lui qui va se retrouver face au diable, qui va le tenter à la fin de la vie, à savoir s'il va vouloir revenir sur Terre. Alors, quand on n'est pas bien, quand on est dans la nuit noire de l'âme, quand on est en dépression, on veut plus revivre. On veut que cette vie-ci finisse le plus vite que possible pour pouvoir passer à autre chose, arrêter de souffrir. Mais quand on est heureux, quand on est dans les joies, dans le bonheur que la vie peut nous procurer, dans une relation amoureuse, dans nos relations avec les enfants, quand on est dans la joie, dans le plaisir d'une réunion familiale, on vient d'avoir l'auto de nos rêves, la maison de nos rêves. Alors là, on reviendrait sur Terre si on avait à choisir, on voudrait revivre cette magnifique vie. Alors, le diable du tarot, bien sûr, va faire en sorte de nous convaincre de réussir à revenir, de choisir de revenir. Et cette carte particulièrement de chamanique nous rappelle que quand on est dans la souffrance, on est comme la perle dans son écrin, dans l'huître, la perle qui va souffrir parce que le sable égratigne sa belle peau douce et pour la rendre lumineuse. Et c'est cette belle perle que nous allons porter fièrement à notre cou, à notre poignet, sur une broche pour la magnifier, pour se magnifier. C'est un des beaux trésors de la vie. Mais pour en arriver à cette lumière, elle a dû souffrir beaucoup. Donc aujourd'hui, on se parle de dépendance. Qu'est-ce qui fait que nous sommes devenus des personnes dépendantes? Nous provenons pour la plupart d'entre nous de foyers, de familles dysfonctionnelles, pas parce que nos parents ne voulaient pas être fonctionnels, mais parce qu'eux-mêmes n'avaient pas reçu ce qu'il faut au niveau des besoins fondamentaux. Donc, ont souvent été soit envahissants, soit au contraire, nous ont laissés à nous-mêmes et ont fait en sorte que nous n'avons pas eu ce qu'il faut pour s'affranchir, pour devenir des adultes matures qui sont capables de bien fonctionner. Alors souvent, on se dit, ah ben moi, je suis pas si pire que ça. Je vais vous donner certains critères pour voir si effectivement vous vous reconnaissez comme une personne dépendante. Alors que ce soit au niveau du travail ou au niveau de votre vie personnelle, si vous sentez souvent que vous n'êtes pas à la hauteur, si vous avez continuellement besoin de demander l'approbation des autres, vous avez de la difficulté à prendre des décisions sans aller vous faire valider continuellement par quelqu'un qui va vous dire « Oui, oui, c'est correct, tu peux signer. Oui, oui, c'est correct, tu peux acheter. Oui, oui, c'est correct, tu peux faire ci ou tu peux faire ça. » Je vous dirais que dans vos relations de couple, si jamais vous êtes en relation avec une personne qui a l'air de vous considérer plus comme un adolescent, ou une adolescente, vous savez, le genre de personne qui dit mon conjoint, c'est mon Xème enfant, c'est mon 3e enfant. J'ai 2 enfants, mais avec mon conjoint, ça en fait 3. Mais si vous avez déjà entendu ça de la part de votre conjoint ou conjointe actuelle,
ou de la part d'ex-conjoints et que vous vivez encore aujourd'hui, c'est possiblement parce que vous êtes dans une relation de dépendance et c'est important de vous en affranchir parce que si vous voulez avoir accès au bonheur, au mieux-être, habituellement, ce genre de relation-là ne nous amène pas là parce que c'est des relations où il y a beaucoup de critiques. L'autre est dans le parent autoritaire très souvent. Et je vous dirais en tant que sexologue que s'il y a une croisée entre les rôles, donc un qui se sent souvent le parent autoritaire et l'autre qui se sent souvent l'enfant, bien, vous voyez déjà qu'au niveau sexologique, ça ne fera pas des enfants forts. Parce que il y a une absence de désir. Une personne qui se sent comme un adulte ne peut pas avoir de relation sexuelle avec un enfant. Ça se dit, ça se comprend quand même assez rapidement. Alors, si on devient soit dans les croisés, croisés, ça veut dire que parfois on se sent comme un parent autoritaire, sinon on se sent comme un enfant, et que c'est pareil pour notre conjoint. Parfois elle se sent dans le parent autoritaire, parfois elle se sent dans l'enfant. Ben, c'est le cocktail parfait pour créer des pannes de désir. Alors, comme je vous le mentionnais, on n'a pas tendance à avoir du désir sexuel pour une personne qu'on considère comme une enfant et c'est très bien comme ça normalement. Alors, une des raisons pour lesquelles vous pourriez avoir envie de vous affranchir, c'est de ne pas vous retrouver dans des relations où vous êtes critiqué continuellement par un parent qu'on appelle en analyse transactionnelle le parent critique autoritaire et vous retrouvez dans l'enfant perdu, dans l'enfant adapté ou dans l'adolescent. Donc, voici pour le schéma de la dépendance, d'où ça pourrait provenir, évidemment, de votre enfance où il y a eu des carences. Et comment vous pouvez le reconnaître? Bien, c'est avec ce que je viens de vous nommer. Alors, si vous en êtes rendu à presque 8 minutes de cette vidéo, c'est possiblement parce que j'ai dit quelque chose qui vous a intéressé. Et si ça vous intéresse, ben, je vous donne quelques moyens, à part évidemment l'exercice sur le bonheur que vous aurez à faire, quelques moyens pour faire face à la situation, prendre conscience que vous êtes dépendant. Comme je vous dis, si vous êtes encore là, c'est possiblement parce que vous vous reconnaissez. Ça va être important de cesser de vous fâcher contre les gens qui essayent de vous donner des responsabilités, mais que vous preniez conscience que vous êtes capable de le faire. Parfois, on commence par des choses assez simples, mais on ne s'est jamais vraiment senti à la hauteur. Vous pouvez, par exemple, avoir une demande de votre conjoint qui voudrait aller à la chasse pour une fin de semaine avec ses amis et que vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas toute seule. Bien, plutôt que de dire non, bien, vous allez faire face à la situation et décider de voir comment vous pouvez vous débrouiller et c'est vers quoi vous êtes appelé à changer vos comportements. Énumérez les tâches que vous aurez à faire, ce à quoi vous serez confronté et donnez-vous des défis. Donnez-vous les défis de rencontrer ces tâches, que ce soit de vous occuper des enfants, de sortir avec des amis. Il y a des personnes qui ont de la difficulté à sortir de la maison, sortir avec des amis, prendre des responsabilités, décider de faire des choses à la maison ou à l'extérieur de la maison qui vous font peur. Et vous vous félicitez quand vous réussissez à le faire. Je le dirai jamais assez, combien la valorisation de soi-même est importante dans les pas qu'on fait pour changer notre vie pour le mieux. Alors,
Prenez des conseils, demandez des conseils et acceptez des conseils. Les personnes dépendantes, autant qu'elles vont demander de se faire valider continuellement, souvent, quand elles obtiennent des conseils, elles ne les écoutent pas. Alors, c'est important d'écouter les conseils qu'on vous donne autour de vous et d'ouvrir votre esprit à essayer de les mettre en œuvre, ces conseils. Alors, une des solutions pour contrer la dépendance, c'est de cultiver ces liens sociaux. Alors, notre exercice bonheur aujourd'hui, c'est vraiment d'aller vers les autres, d'être généreux avec les autres. Vous pouvez approfondir les relations que vous avez déjà. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer les relations avec les personnes qui sont déjà dans votre vie? Et soyez généreux. Faites-leur, jouez-leur des tours. Faites-leur des petits cadeaux. Apportez-leur des petites choses qui vont leur faire plaisir. Envoyer une lettre par la poste aujourd'hui, ça fait immensément plaisir parce qu'on n'a plus de lettres. On n'en reçoit plus dans la boîte à lettres. On reçoit des courriels, mais jamais de véritables lettres écrites. Apporter un petit chocolat sur le bureau d'une collègue ou d'un collègue ou même de tous nos collègues. Un petit sac de chocolat tout petit, ça coûte pas cher et ça fait vraiment plaisir. Il y a toutes sortes de petits trucs comme ça qu'on peut faire pour être généreux avec les autres. Offrir à une personne qui a de la peine de nous parler, de s'ouvrir à nous, faire un sourire. Très souvent, juste un sourire à une personne quand on marche dans la rue, quand on arrive sur un coin de rue, sourire à la personne qui est dans la voiture à côté de nous, ça peut faire immensément plaisir aussi. C'est des petites choses de la vie, un petit pot de bonheur. Moi, j'ai eu ça à un moment donné d'une amie, une collègue qui m'a acheté un petit pot avec des petits mots de bonheur dedans et vous pouvez en retrouver aussi sur le web. Vous cherchez des phrases à dire à vos amis. Il y en a plein, des phrases gentilles sur le web, écrire un poème. Donc, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire pour aller vers les autres de façon saine. Et ça aide énormément à nous affranchir de la dépendance parce que souvent, on va recevoir de la valorisation. Je ne vous dirai pas pourquoi ça va vous aider parce que je veux que vous le viviez, que vous le ressentiez. Maintenant, j'aimerais vous apporter un petit détail que j'aime bien faire à chacune des capsules, c'est-à-dire qu'on regarde ensemble si vous avez des mythes, des croyances par rapport au bonheur. Alors moi, aujourd'hui, à mon âge vénérable, je peux vous dire que c'est un mythe de croire qu'il n'y a que les jeunes qui peuvent être heureux. Parce qu'au contraire, dans à peu près tous les pays du monde, et particulièrement au Canada, vous pouvez regarder dans les statistiques, les personnes qui sont les plus heureuses, ce sont les personnes de 65 ans et plus. On pourrait croire qu'il faut être jeune et beau, on se l'est déjà dit, hein, la beauté, c'est pas ce qui apporte le bonheur. Ben la vieillesse, ce n'est pas ce qui nous empêche d'être heureux, bien au contraire. Il est possible que ce soit pour toutes sortes de raisons, entre autres parce qu'on a moins de responsabilités, souvent on est à la retraite, on n'a pas à travailler 35-40 heures par semaine, se lever à des heures indues. Donc, pour toutes sortes de raisons, les personnes d'un certain âge vieillissantes sont très heureuses, sont dans le mieux-être et le bonheur. Alors, c'est une croyance de penser que l'âge nous empêche d'être heureux. Je veux vous dire que c'est un problème pour moi de mettre des liens sur ma chaîne. Donc, vous allez retrouver, malheureusement, peut-être que vous ne les avez pas trouvés, si vous les avez cherchés, vous allez retrouver l'ensemble des documents
parce que je ne peux que faire du copier-coller pour vous. Alors, je vais vous mettre l'ensemble des documents sur ma chaîne, sur ma première chaîne, et vous allez pouvoir les copier-coller si vous avez envie de répondre au test, parce qu'il n'y a malheureusement aucun lien qui fonctionne, et j'ai des photos, des documents, mais les photos ne fonctionnent pas non plus. Alors, je suis un peu déçue parce que j'aurais voulu que vous puissiez avoir ces documents-là plus facilement, mais bon, on est capable de faire du copier-coller. Vous allez en bas, dans les documents, vous allez retrouver des liens pour les livres sur le bonheur, mais vous allez aussi retrouver dans mes pages l'ensemble des documents. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse, je vous aime et au plaisir de vous reparler pour un autre schéma et un autre exercice bonheur. Au revoir.